Chaque année en France, la vie de 6000 personnes est sauvée grâce au don d'organes. Une course contre la montre aux 4 coins du pays. L'équipe des pulmonaires à Lyon. Et alors on est bien contents. Des jolis poumons et on les ramène à la maison. C'est un départ pour lui et puis on le souhaite pour celui qui va le recevoir en tout cas. Ouais. Nous avons suivi le travail des équipes médicales du CHU de Lyon. Des hommes et des femmes mobilisés 24 heures sur 24 au service de la vie. Allez, on enlève le poumon tout moche, on va brancher le nouveau tout beau. La greffe, ça reste une thérapeutique d'exception, hein. Il y a une notion de temps, de course contre la montre, d'être efficace. C'est une opération à part. Aux côtés de Mario, en attente d'un poumon, d'Annie, qui reçoit un rein, et de Chloé, une jeune greffée de la cornée, vous allez vivre au plus près cette incroyable aventure humaine. C'est un vrai don de soi dans tous les sens du terme, hein. C'est compliqué pour un patient d'avoir ce genre de cadeau. Cette lumière, j'y avais plus accès. Ces détails de la nature, j'y avais plus accès. Et voilà, et moi, grâce à quelqu'un, j'ai pu récupérer tout ça, quoi. Donc ouais, c'est énorme. Et parfois, c'est le courage d'un proche qui fait basculer le destin. Moi, j'ai une crainte pour ma sœur, oui. Pas pour moi, pour ma sœur. J'ai vraiment une crainte. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Oh Dieu. Non, c'est pour ma sœur que je fais tout ça. Au cœur de ce dispositif, Béatrice et Lydie, les infirmières de coordination. Elles nous ont acceptées au contact des familles endeuillées. Le but du prélèvement, c'est de greffer. Je ne sais pas si j'ai le droit de ne pas dire oui. Bien sûr. C'est ça qui est le côté assez extraordinaire. Je peux encore donner de la vie alors que moi-même je ne l'ai plus. Nous sommes à Lyon, à l'hôpital Louis Pradel. Dans une chambre au fond de ce couloir, la vie d'un homme va prendre un nouveau tournant cet après-midi. Il y a 3 heures, Mario, 62 ans, a reçu le coup de téléphone le plus important de sa vie. On lui a annoncé qu'un poumon était disponible pour lui. Mario est atteint d'une bronchite chronique qui détruit les poumons. Sans greffe, il est condamné. Beaucoup d'espoir pour ce père de famille, mais autant de peur et de stress. On vient voir comment ça se passe. Pas trop mal. Ça va? Oui. Comment vous vous sentez? Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Ouais. Vous êtes prêts? On n'y croit pas en fait. Déjà le coup du téléphone, ça va bien secouer. Ah oui, oui. Je suis tombé ensemble. Moi, l'émotion, on voit que vous êtes ému. L'état de Mario s'est dégradé très rapidement. Il y a seulement 15 jours qu'il est inscrit sur la liste des receveurs. Mais je croyais pas que ça allait arriver si vite. D'accord. Ça vous a bousculé du coup. Ouais. Mais pendant le trajet, j'ai vu toute ma vie. Hein. Déjà le long de la route, je me disais dans ma tête, regarde, plus de 30 km, avec peut-être une nouvelle vie. 15 km, 8 km, 2 km est arrivé là. Je rentre où? Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Peut-être là. Et voilà. C'est une autre vie. Ouais. Ce sera le départ d'une autre vie. Et puis nous, on est là pour vous accompagner aussi, pour que tout se passe bien. Ça va bien se passer. Ouais. Tout va bien se passer. Une nouvelle vie. Quelque part en France, à plusieurs centaines de kilomètres de là, Gabi, jeune chirurgienne, part prélever le poumon qui doit sauver la vie de Mario. Une seule préoccupation, l'urgence. On a dans la tête l'enchaînement des événements, on pense là à ce qu'on va faire, comment ça va s'organiser d'un point de vue horaire, faire tout dans les meilleurs délais pour pas perdre de temps. Comme Gabi, d'autres chirurgiens sont déjà arrivés des 4 coins de la France. Ils sont tous venus prélever un organe qui permettra de sauver la vie de leurs patients. Gabi arrive au bloc, elle attend son tour. Bonjour. L'équipe des pulmonaires à Lyon. Le défunt s'était positionné de son vivant en faveur du don d'organes. La famille a tenu à respecter son choix.
elle n'est pas opposée au prélèvement. La lame, ciseaux et pince à disséquer. Gabi va devoir travailler vite. Le temps de vie des organes est limité et différent pour chacun. Hop là, voilà, c'est bon pour nous. L'organe est en bon état. Il va pouvoir être emmené à Lyon. Le poumon de Mario doit être réimplanté dans les 5 heures. L'organe est alors entre deux mondes, entre deux corps. Et bah alors on est bien content. Des jolis poumons et on les ramène à la maison. Voilà, on va les conserver dans du froid et puis ça va être tout bon. Merci beaucoup. Au revoir. Gabi quitte le bloc. Elle a déjà prévenu son collègue de Lyon. Il peut programmer l'opération. À l'hôpital Pradel, Mario, lui, est toujours dans l'attente. Bonsoir, monsieur Demar. Bonsoir. Ça va? Ça va. C'est l'équipe de nuit. Donc ça y est, le chirurgien vient de nous appeler, donc du coup, c'est bon, le greffon est bon. Ça y est, c'est parti. Heureux? Flippé? Ouais. J'ai froid. C'est normal hein, d'avoir peur, hein. Ça reste une opération lourde, enfin, vous allez passer en réanimation après par la suite, mais bon, voilà. Okay. Vous êtes greffé, là. Allez, appelez votre femme. Ok. Rassurez-la. Pas de problème. Et puis on se voit tout à l'heure. Allez. D'accord? Ok, je vous remercie. Allez, on repasse. Merci. Quand le téléphone de Mario a sonné pour le prévenir, sa femme est immédiatement partie chercher leur fille, en vacances à quelques kilomètres de là. Mais elles ne pourront pas être arrivées avant l'opération. Oui, c'est moi. Oui, alors? C'est bon, ça y est, j'ai la réponse, j'y vais. Le chirurgien va arriver, ils vont venir me chercher. J'attends. Hein, tout de suite, toi, hein? Ça va? Ouais, ça va, chérie. Pas peur? Ben, oui. Ça va bien se passer, il n'y a pas de raison que ça se passe pas. Ben, oui, tout à fait, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ben, ben, j'ai surtout soif. T'as soif, t'as pas le droit de boire? Ah non, ils veulent que je meure de soif. Ils vont me sauver les poumons, mais ils vont me laisser mourir de soif. Bon, autrement, le poumon, je le ramène pour les chats ou... Le quoi? Le poumon, je le ramène pour les chats, non? Ou je le laisse là? Ben oui, mais bon, voilà. On sait jamais si ça peut leur faire plaisir à ces chats. Bon. Ben, je vais vous laisser. Très très fort. Ben oui, je le sais, chérie. Je te repasse, maman. Ouais. Allez, bisous. Bisous, chérie. Ça va bien se passer, d'accord? Ouais, ouais. Je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi, chérie. Moi. Bisous, je t'aime, chérie. Moi aussi. Allez, bisous. Ça va la perturber, ça. Il n'y a plus qu'à attendre. Le poumon a quitté l'hôpital. Il n'est plus qu'à quelques kilomètres. Mario est conduit vers le bloc. Tout est allé très vite pour lui. Sans ce greffon, il ne peut pas survivre, mais Mario se pose beaucoup de questions. Il a besoin de se confier à Jean-Michel, le chirurgien qui va l'opérer. C'est plutôt normal. Oui, c'est vrai. Ouais, je sais bien, ouais. Mais ça va le faire petit à petit. Il faut vraiment, il n'y a pas de culpabilité à avoir de quoi que ce soit. Okay. C'est merci au donneur, à la famille du donneur. Ah oui, beaucoup, oui. C'est un beau cadeau, donc il faut l'accepter comme tel. Oui. Ok. Ok. Allez, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Le monde du bloc opératoire, il se sentait très coupable, hein, mais ça, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que l'acceptation du greffon, elle est, par le patient, au niveau psychologique, elle est plus ou moins facile. Il a eu à peine 15 jours d'attente, donc ça a été très brutal. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de se préparer psychologiquement. Voilà, c'est un vrai don de soi dans tous les sens du terme. Hein. C'est compliqué pour un patient d'avoir ce genre de cadeau. Là, c'est la bronche. L'opération commence.
Première étape, retirer le poumon malade. Pendant ce temps, le greffon arrive. Le trajet a été rapide, l'organe est en bon état, la greffe va pouvoir commencer. Allez, on enlève le poumon tout moche et on va brancher le nouveau tout beau. Hop, voilà, le poumon malade. Sur la face. Oh, mais c'est parfait ça. Oh, qu'il est beau ce poumon. Voilà. J'en voudrais des comme ça tout le temps, quoi. Ok, allez, bistouri froid, on va ouvrir la bronche. Tu risques d'avoir des petites fuitasses là. Aspire, vas-y, vite. Allez, aspire. Aspire encore. Toute intervention, il y a un stress. De dire qu'il n'y a pas de stress sur une intervention, ça n'existe pas. Je pense que ce serait un mensonge. Et on a la volonté de bien faire le travail, que ça aille bien. Donc oui, ça met une pression. Oui. Ok, ciseaux. C'est des opérations complexes avec des risques opératoires importants. Après, c'est à nous de les prévoir avant l'opération. Toujours être prêt avant que la catastrophe arrive. La greffe, ça reste une thérapeutique d'exception. La formation, elle est très longue. Pour être chirurgien autonome transplanteur, ça prend 10 ans. C'est une opération très technique où on va travailler sur le cœur, sur l'artère pulmonaire, sur la bronche. Donc à chaque étape, il peut y avoir des choses qui ne vont pas. Et puis après, au bloc opératoire, on s'adapte en permanence à ce qu'on trouve. Donc il y a une notion de temps, de course contre la montre, d'être efficace. C'est une opération à part. Le nouveau poumon est greffé dans le corps de Mario. Pour Jean-Michel, le chirurgien, c'est le moment de vérité. Allez, tu reventiles, Pierre ? Ok. On voit comment il se comporte. Voilà. C'est super. Je crois que je l'ai bien choisi, ce greffon. Et j'ai bien choisi le receveur. Pour lui, c'est le greffon parfait. Alors ça y est, c'est branché. L'organe du donneur reprend avec une nouvelle vie. Et puis ce malade aussi, normalement, si tout se passe bien, devrait reprendre une vie à peu près normale. Moi, j'adore. Ça fait presque 10 ans que je fais ça et je m'en lasse pas. C'est la cerise sur le gâteau, ça. L'opération est un succès. Mais pour Mario, comme pour tous les greffés, la route est encore longue. La greffe, on estime que dans les 3 premiers mois, il y a 20% des patients qui vont potentiellement décéder suite à une transplantation. Mais ça s'améliore. Ça, c'est les anciens chiffres. Plus on avance, plus ces chiffres diminuent. Donc ça progresse en permanence. Mais l'état mental, il est capital. C'est-à-dire quelqu'un qui a la volonté, qui se défend, il va mieux y arriver qu'un autre. « 1h15 du matin, à l'hôpital de la Croix-Rousse. François, jeune spécialiste de la chirurgie digestive, est appelé pour prélever un foie. Le greffon se trouve à 400 km. Pour récupérer l'organe dans les temps, une voiture attend François pour l'emmener à l'aéroport. On va prendre l'avion cette fois-ci pour des raisons de préservation du greffon qui ne peut pas attendre qu'on fasse 6 heures de voiture pour revenir avec. Et on a des transports en avion, voilà. À cette heure-ci, aucun avion de ligne ne circule. Un jet privé est mis à disposition de François et de son assistant. Il faut faire vite. Le jeune chirurgien a commencé sa garde il y a plus de 18 heures. Alors une seule priorité, se reposer avant l'opération. En général, c'est un moment où on dort. Là. Comme ça, à cette heure-ci, on fait la sieste à l'aller, la sieste au retour. Et ça fait du bien, ouais. Grâce au jet, 5 heures très précieuses ont été gagnées. Une voiture déjà sur place les emmène à l'hôpital. Il est 2h30 du matin. Aucune circulation. En moins de 20 minutes, l'équipe arrive. Bonjour. Suivez-nous, on va dans le vestiaire. Super. Il y a des savons devant si vous avez besoin. Ouais. À peine le temps de se changer, direction le bloc. Le donneur est déjà installé sur la table d'opération, prêt à être prélevé. Il n'y a pas de surprise pour l'instant. Voilà, on avance. Dissecteur, s'il vous plaît.
François doit vérifier à l'œil nu la qualité du greffon avant d'effectuer le prélèvement. Et bonne nouvelle... Le greffon est très bien, donc on va le prendre. Voilà, on est prêt à partir. Il est 7h30 du matin. Et pour François, la course contre la montre continue. Le jeune chirurgien est maintenant au travail depuis 24 heures. Un métier harassant, mais avec une petite surprise sur le chemin du retour. Donc voilà, là on a quand même la petite récompense. C'est le lever de soleil sur la mer Méditerranée au décollage. C'était pas mal. Le voyage est presque terminé. Dans quelques heures, le foie prélevé va être greffé. La course contre la montre continue. 2 motards de la police sont réquisitionnés. Ils vont ouvrir la route vers l'hôpital. Il est tôt. Le patient qui attend l'organe a de la chance car la circulation est fluide. Arrivé à l'hôpital de la Croix-Rousse, le foie reçoit un traitement spécial avant d'être greffé. Il est placé dans une toute nouvelle machine. Provenant des Pays-Bas, cet appareil injecte de l'oxygène et un liquide chimique qui améliore la préservation de l'organe. C'est le 2e patient pour lequel on utilise cette machine. C'est vraiment de l'innovation. Et donc, vous voyez que le foie, c'est un petit peu comme une batterie qui se décharge. Et l'idée avec cette machine, c'est de recharger la batterie pour que le foie soit de meilleure qualité au moment où on va l'implanter chez le receveur. Voilà. Le foie est enfin prêt à être implanté dans le corps du patient. Il est prêt, les batteries sont chargées. Il repart pour une nouvelle vie. Ça peut être 50 ans, ça peut être peut-être 80 ans. L'opération a duré 4 heures et c'est une réussite. En fin d'intervention, merci messieurs. Voilà. Le greffon a repris ses fonctions dans un nouveau corps. Quelques jours auparavant, une autre patiente a reçu une greffe de foie. Martine a 62 ans et sans cette opération, ses jours étaient comptés. Aujourd'hui, elle reçoit ses copines de randonnée. Ah bah dis donc, t'es en pleine forme. Super. Ouais, super. Ouais. Mais t'as déjà plus rien. Ah ouais. Je pensais pas te voir comme ça. Même on dirait que tu sors de chez le coiffeur. Oui. Non mais c'est dingue. Ah oui, oui, non mais franchement. C'est la montagne qui t'a stimulé un peu. Alors on est avec les copines là. Non parce qu'après la montagne elle va aller encore plus vite. Après elle va s'entraîner. Avant de pouvoir à nouveau escalader la montagne avec elle, les amis de Martine l'emmènent prendre l'air. C'est sa première sortie hors de la chambre. Ça peut être un foie d'homme, Keta, d'homme, voilà, c'est juste une histoire de compatibilité, mais pas de sexe, voilà. Il faut accepter d'avoir le corps, le foie de quelqu'un d'autre. Maintenant, comme je dis, t'es plus toute seule, tu sors à 2. Ah oui, tiens, j'y avais pas pensé à ça. Retour à l'hôpital Henri Pradel avec Mario, le greffé du poumon. 48 heures après la greffe au service de réanimation, Mario se remet doucement de l'intervention. Sa femme et sa fille lui rendent visite pour la première fois. Jean-Michel, le chirurgien, profite de cet instant pour s'entretenir avec la famille. Bah, il est debout, là, ça y est. Ah oui, il est debout. Mais c'est étrange parce qu'on s'était déjà pas fait encore à l'idée chez Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Ça, il se sentait très coupable quand on a mis le bloc. Il a l'impression de voler quelque chose. Oui, mais non, c'est pas le cas. C'est un cadeau, il faut le prendre comme tel. Voilà, ça, je veux dire. Oui, il faut bien retenir ça, faut pas l'oublier. Dans tous les cas, merci d'être passé, je suis contente de vous avoir. avoir pris. Bonne soirée, au revoir. La greffe, c'est un petit peu particulier. Il y a beaucoup des relations humaines. On a un attachement à certains patients plus que d'autres. Enfin, il y a de l'humain là-dedans. Bonjour.
C'est la première fois que Mario revoit sa femme et sa fille. 3 longues journées d'inquiétude pour lui comme pour elle. Des retrouvailles fortes en émotion, mais encore un peu à distance, hygiène oblige. Ça va toi? C'est limite quand même. Elle était choquée. Ouais. T'as encore les larmes aux yeux. Hein. Oui. J'ai eu trop peur de le perdre. Parce qu'en plus, j'ai même pas pu voir mon père avant qu'il soit opéré. Moi aussi. Au niveau de ton organe, Otami, est-ce que tu l'acceptes? Ouais, je suis bien obligé. Hein. Tu te rappelles de ce qu'il t'a dit, chirurgien? Oui, il m'a dit que c'était un don. C'était un cadeau. Un cadeau. Pas un vol, un cadeau. C'est dur de se dire qu'il faut que quelqu'un meure pour qu'un de nos proches vive, en fait. C'est très difficile. Vous vous dites qu'il y a quelqu'un qui est décédé, quoi. Et ça, c'est dur. Tu sais que nous, s'il nous arrivait quelque chose, on aimerait que ça serve à quelqu'un. Bah oui, pareil. Comment voulez-vous que je sois pas pour après ce qui m'arrive? C'est impossible. On sait que ça sauve des vies, donc on est pour. À Lyon, comme dans tous les centres hospitaliers pratiquant la greffe, il y a un endroit sans lequel rien ne serait possible. Le bureau de la coordination. C'est ici que 24 heures sur 24, des infirmiers et des infirmières se relaient. C'est la fille qui a parlé spontanément du prélèvement d'organes. A priori, on peut envisager le prélèvement des reins et du foie. Très bien. En France, selon la loi, toutes les personnes non inscrites sur le registre national des refus sont considérées comme donneurs potentiels. Mais les infirmières de coordination doivent s'entretenir avec la famille du défunt pour s'assurer qu'elle ne s'oppose pas au prélèvement. C'est le cas ce matin. Lydie et Béatrice rencontrent la famille d'un homme déclaré depuis la veille en état de mort cérébrale. La coordination, on a été appelé pour... La famille est déjà là ou pas? Oui, elle est arrivée. D'accord. Il y a sa conjointe, ouais. Son ex-conjointe, puis il y a ses filles. Donc tu penses qu'on peut y aller là? Ouais. D'accord, ça marche. Très bien. Les gens savent qu'on va venir les voir, puisqu'on a une question à leur poser, à savoir est-ce que leurs proches étaient opposés au prélèvement d'organes. Donc l'équipe de la réanimation leur a parlé de nous. C'est un moment délicat, c'est même la partie la plus difficile de notre métier, parce qu'on rencontre des familles qui sont confrontées à l'annonce de la mort. Donc, bien évidemment, oui, c'est quelque chose qui est difficile, qui est chargé émotionnellement. Comme toujours, les coordinatrices sont 2. Béatrice mène l'entretien, Lydie est là en soutien pour mieux entourer la famille. Et on se rencontre aujourd'hui puisque le service nous a appelés pour nous informer du décès en mort encéphalique de votre compagnon, papa et ex-mari, une mort rare et qui est particulière. C'est vrai que c'est le fait que ça s'est dégradé si vite, c'est ça qui... Parce que vous parlez, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. C'est vrai que c'est un processus qui a été si rapide. Ouais. On ne comprend pas pourquoi voilà, ça bascule en rien de temps. Des fois, on rencontre les gens et ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour accueillir la nouvelle de la mort. Ils sont encore dans la colère, dans la sidération de l'annonce, et là c'est trop tôt. Donc on se dit, on va essayer de les accompagner, on va essayer d'aller à la rencontre. Nous, on doit prendre soin des gens, y compris du donneur et de ses proches, au sens large. Voilà, c'est ça notre boulot, c'est de prendre soin, quoi. Disons que pour moi, même si c'est une mort, ça n'est pas d'accord, mais pour moi, tant que le cœur, je vois que ça bouge,
C'est pas... La vraie mort. Voilà. C'est la définition, j'ai envie de dire qu'on a tous depuis des millions d'années. La mort, ça se voit. Voilà. Donc on n'est pas habitué, je dirais culturellement même, à cette mort-là. On peut comprendre la mort encéphalique, j'ai envie de dire intellectuellement, et ne pas arriver à s'y faire émotionnellement. Parce que la personne, on continue de la voir respirer, on continue de voir le cœur battre, donc elle a des signes de vie. Et effectivement, c'est la difficulté de cette mort qui est invisible. Pourtant, c'est bien la mort, puisque un cerveau qui ne fonctionne plus de façon irrémédiable, c'est la mort. C'est sûr que le choix des mots est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on dit bien aux personnes que leur proche est mort et non décédé. Parce que mort, tout le monde comprend que c'est fini. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'entretien peut continuer et que la question du don d'organes est abordée avec la famille. On peut envisager un don d'organes. C'est le but, voilà, du prélèvement. Des gens seraient greffés. En ce qui concerne le prélèvement lui-même, c'est une intervention chirurgicale et le prélèvement est effectué avec le même soin et la même rigueur que sur n'importe quelle personne opérée. Ce qui fait qu'il vaut mieux le coup maintenant, parce qu'une fois qu'il sera là, sur quelle partie est touchée? Alors, le visage n'est pas touché en soi, même si on peut envisager un prélèvement de cornée. En pièces détachées. On ne le voit pas comme un réservoir de pièces détachées, comme l'a dit la dame, mais comme un individu unique et qui peut donner plusieurs éléments de son corps humain. C'est ça le côté assez extraordinaire. Je peux encore donner de la vie alors que moi-même je ne l'ai plus. Donc ça ne change en rien l'expression de la personne défunte. Mais pour le coup, vous retrouverez quand même ses traits. Ce sera lui. Oui. Le donneur faisait partie de la communauté des motards. Sa barbe de biker caractérisait sa personnalité. À l'hôpital, le personnel soignant a été contraint de lui raser. Un vrai choc pour la famille. Je l'ai pas reconnu en fait. Il n'avait pas sa barbichette, on s'est regardé. On a juste trompé, c'est pas lui. D'accord. Il avait ce qu'on appelle la barbichette. Oui. Oui, d'accord. Il y a longtemps qu'il avait sa barbe. Oui. Vous l'avez jamais vu sans barbe? Non. Pour les enfants, d'avoir vu leur père raser et d'avoir ôté la moustache de biker, et en plus il y avait la philosophie de vie de cet homme, c'était vraiment un vrai biker, il avait des tatouages, il était vraiment là-dedans. On peut penser que la chirurgie la plus invasive, c'est un peu bizarre de dire ça, a été le rasage de cette moustache. Moi, je vous disais, je vais être là tout le temps, hein, jusqu'à demain matin, donc aucun souci, ne dérangez en aucun cas, vous pouvez m'appeler. Notre rôle, c'est de les aider, justement, dans ce moment difficile. Et cette aide, elle passe surtout par le regard, pour leur donner toute leur importance. On va vous laisser peut-être retourner auprès de lui. La famille a donné son accord. Les organes du donneur vont sauver la vie de patients en attente. Lorsque les familles ont donné leur accord, c'est ici, à Saint-Denis, tout près du Stade de France, à l'Agence de la biomédecine, que tout se joue. Olivier Bastien est son directeur. Bonjour Géraldine, ça va? Ça va? Oui, ça va. On fait un bilan avant l'astreinte. On est en train de regarder les receveurs potentiels pour un donneur pour lequel la répartition va commencer bientôt. Lorsqu'un donneur potentiel est identifié, l'Agence de la biomédecine est avertie. Elle interroge alors sa base de données des malades en attente de greffon pour répartir les organes du donneur entre les différents hôpitaux. C'est des points qui vont être attribués à chaque receveur. Et le score, il tient compte à la fois du degré d'urgence. Le patient le plus urgent, celui qui risque de décéder, doit passer avant celui qui peut attendre plus. Et puis ensuite, de critères morphologiques, de critères d'âge.
Et l'aide au choix va sortir la liste des 10 patients par ordre de priorité. Un donneur vient d'être signalé dans le nord de la France. Géraldine a consulté le fichier informatique et trouvé un receveur pour le rein. Oui, bonjour, c'est l'agence de la biomédecine. Je vous appelle pour faire une proposition de rein. Je vous le propose en première position. Je vous rappelle peut-être. D'accord, ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci, merci, au revoir. Alors là, on va attendre la réponse de l'équipe. Et ensuite, quand toutes les équipes ont donné leur réponse qu'elles doivent fournir dans les 20 minutes, eh bien, on va avoir une répartition dite terminée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut organiser les transports et ensuite organiser la phase du prélèvement chirurgical. C'est grâce au travail de tous, ici à l'Agence de la biomédecine, mais aussi sur le terrain, que la France progresse chaque année dans le domaine du don d'organes. Mais avec une moyenne de 15 greffes par jour, il y a encore beaucoup à faire. Malgré l'augmentation régulière des greffes en France, on a dépassé les 6 000 greffes l'année dernière. Il y a plus de 20 000 patients en attente et il ne faut pas oublier les 500 patients qui décèdent chaque année, faute d'avoir eu un greffon à temps. Parfois, il est aussi possible de donner un organe de son vivant. Aujourd'hui, Annie promène son petit-fils. Dans quelques jours, sa sœur Monique va lui faire ce cadeau inestimable. J'espère que tu auras une bonne santé, mon trésor. Pas comme mamie, hein? Mon trésor. À 3 semaines de la greffe, t'es toujours partante Ah bah oui, à 100%? Oui, T'as oui. pas de doute? Non. Non. Parce que moi, de mon côté, je ne prends pas du tout, parce que j'ai tout à gagner. Oui. Toi, oui. tu as à perdre, c'est un rein. Et voilà, et peut-être un peu de santé, et c'est pour ça que j'ai peur pour toi. Ben, on verra hein, après. Faut tenter. Hein. Oui, je sais qu'on y sera. Parce que si on se dit, oui, il risque ça, il risque... on n'a pas fini, quoi. On fait rien, et puis voilà. Ouais. En tout cas, ben, je pourrais jamais la remercier, jamais te remercier. Mais non, mais ça, c'est... Bah si, parce que tu vas me permettre de revivre normalement, et voilà, quoi. Ça n'a pas de prix, donc bien sûr que je vais en prendre soin, et voilà, quoi. Ça sera une partie d'elle qui est en moi, et là, voilà. Monique est atteinte de polykystose rénale, une maladie héréditaire qui détruit les reins. C'est en 1989, lors du décès prématuré de leur sœur aînée, que l'ensemble de la famille est testé et le couperet tombe. Et là, ils ont détecté, oui, la polykystose pour toutes, sauf Monique. Je suis la seule dans la famille à ne pas l'avoir. Voilà. Sur les 6 sœurs, 4 sont malades. Seule Monique est épargnée. Je dis pas que j'ai de la chance, non. Non, non, je me sens plutôt coupable de ne pas l'avoir pour partager tout ça ensemble. Et de savoir que mes petits-neveux, tout ça, ont la maladie, certains. Ouais. Mon fils est polykystique aussi, les 2 reins. Et ma fille, quant à elle, elle y a échappé. C'est qui tout double. Mon petit enfant qui vient de naître aussi, il faudra le faire contrôler. Il n'aura pas ton bébé, ma chérie. Il n'aura pas ton bébé. Non, ma chérie. Bah oui. Après des années de traitement, il y a 2 ans, l'état d'Annie se dégrade brusquement. Il y avait un risque vital, oui, c'est-à-dire que j'étais en insuffisance rénale terminale. J'avais très mal aux muscles, oui, j'avais l'organisme qui était complètement empoisonné. Donc il fallait absolument l'épurer avec... il n'y a que la dialyse pour ça. Et c'est là où on a commencé à faire tout le processus en vue de la greffe. Et maintenant, c'est la greffe qui va me redonner ma vie normale que j'avais avant. On a fait les examens, on est compatible à tous les niveaux, tissulaires, tout. Je vais en bénéficier, puis je suis heureuse, quoi. Voilà. Renaissance. Dans quelques semaines, Monique et Annie seront hospitalisées. Une intervention à haut risque, mais pour les 2 sœurs, le moment le plus important de leur vie. Retour à l'hôpital Édouard Herriot.
Ce matin, Lydie se rend au bloc. Elle va pratiquer le prélèvement de la cornée sur un donneur. En tant qu'infirmier de coordination, on est autorisé à prélever les cornées. Parce qu'on a été formé par les chirurgiens et les ophtalmos, mais on est toujours supervisé par un médecin. La cornée, c'est la pellicule transparente de l'œil. Donc, c'est un prélèvement qui ne se voit pas une fois qu'il est terminé. L'œil, c'est un organe un peu symbolique du miroir de l'âme. Et c'est le regard que les gens avaient. Donc, c'est un peu le lien aussi que les gens avaient avec leurs proches. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de plus difficile, en fait, peut-être à accepter pour l'entourage, en fait. En France, le don de cornée est encore tabou et mal connu. Pourtant, s'il ne sauve pas de vie, il change celle des patients qui ont la chance d'être greffés. Nous sommes à Toulouse. Chloé a 30 ans et pour elle, porter des lunettes est un véritable privilège. À l'âge de 15 ans, à la suite d'un virulent herpès oculaire, Chloé a perdu la vue. Une adolescence à vivre dans le noir et bien souvent en solitaire. Mais 2 ans plus tard, grâce à un don de cornée, la vie de Chloé a totalement changé. Si j'avais pas été greffée, j'aurais pas pu apprendre à conduire et pouvoir me déplacer, être autonome tout simplement. Son œil gauche a pu être sauvé et la greffe de son œil droit lui a permis de retrouver la vue. Depuis, la jeune femme ne voit pas la vie comme les autres. Cette lumière, j'y avais plus accès. Ces détails de la nature, j'y avais plus accès. On perd un sens comme celui de la vue. Quand on le récupère, en fait, un rien est merveilleux. Voilà, marcher au bord du canal, c'est rien, mais c'est énorme. Et voilà, et moi, grâce à quelqu'un, j'ai pu récupérer tout ça, quoi. Donc, ouais, c'est énorme. Chloé a rendez-vous avec Amandine. Son amie ne connaît pas en détail cette partie de sa vie. Salut, ça va? À l'époque, Chloé n'avait que 15 ans. Une adolescence pas facile. J'avais envie d'être jolie, d'être comme tout le monde. Et puis au lieu de ça, j'étais différente. Et en plus, à un âge où les gens, ils sont pas tendres. C'est ça. Dans tous les cas, porter des lunettes à l'intérieur, les gens, ils chantent Gilbert Montagnier sur le passage. C'est ça. Et voilà. Et porter un cache-œil, les gens, ils nous regardent alors qu'on a envie de leur dire « Je te vois avec le deuxième, hein. Arrête de me regarder, je te vois. » Malgré la réussite de la greffe, la jeune femme doit suivre un lourd traitement. Ça te gênait de prendre des médicaments devant les autres? Oui. Ça me gênait parce que ça fait vieux, quoi. Je prends plus de comprimés que ma grand-mère, quoi. C'est pas quelque chose de normal. Et on a envie d'être normal. Mais passé la crise d'adolescence, Chloé s'oriente vers le métier d'infirmière et son histoire la rattrape. Le choix du dernier stage où on passait notre examen pratique, ce qu'on appelait le diplôme d'État, donc, c'était tiré au sort. Et en fait, moi, je suis tombée en transplantation d'organes. Donc je pense que la vie est assez rigolote au final, hein, assez blagueuse. Et du coup, je me suis retrouvée dans ce service. En plus de son métier, Chloé assume des permanences à la coordination des greffes. Je continue à faire en sorte que ce truc-là dont j'ai bénéficié continue. Et après, c'est vrai qu'avec la coordination de logistique, où je passe l'appel aux patients en disant on a votre cœur ou on a vos poumons, c'est un petit truc qui, moi, me fait cette petite étincelle au ventre, quoi. C'est vraiment, pour moi, ça a été une finalité. Cette chose-là, c'est là, je me suis dit, bon, ben voilà, t'es dans la chaîne. Dis-toi qu'au bout, il y a quelqu'un comme toi et qui attend que ça, qu'on transforme sa vie, quoi. Donc, et toi, tu participes à ça. C'est cool. Retour chez Annie. Ce matin, elle part à l'hôpital. Sa greffe est programmée pour le lendemain. Bon, ben voilà, hein. Ça va être le grand jour. Et voilà. Donc, contente. Ça va me délivrer de ma dialyse. J'en ferai plus et voilà, ce sera génial. C'est parti. Son mari, Henri, a décidé de l'accompagner. Il a toujours soutenu son épouse et sa belle-sœur dans leur démarche. Ça va être génial. Ça va être génial. Hop. Annie et Henri vivent en banlieue de Lyon. Pour se rendre à l'hôpital, il leur faut une petite demi-heure de trajet. En fait, là, maintenant, tout de suite, j'ai pas l'impression que je vais à l'hôpital, quoi. Annie est impatiente.
out. Elle attend ce moment depuis 2 ans. C'est elle qui arrive en premier à l'hôpital et ce matin, toutes ses sœurs pensent à elle. Ah bah voilà ma petite sœur. Ma petite sœur Catherine, un petit message pour te dire que je pense très fort à toi. Plein de bisous. Ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour. Madame Chagas. Oui. Alors, je vous laisse venir avec moi. Je prends votre valise. Oui, merci. Monique, la donneuse, vient d'arriver. Elle passe un dernier moment en compagnie de Catherine, l'une de leurs sœurs. Je réalise pas encore que demain je passe sur le billard, comme on dit. Je réalise pas qu'on va m'enlever un rein. De toute façon, je pourrais pas revenir en arrière. Une fois qu'il sera enlevé, il sera enlevé. Donc il va falloir que je me batte et que je me bouge, que je me dise pas, ça y est, j'ai plus qu'un rein. Après, de son vivant, c'est compliqué aussi, de filer son... Ah, c'est pas donner évident. un rein, donner n'importe quel organe. C'est pas évident, c'est sûr que moi, c'est vrai, j'appréhende l'opération. Il y a la crainte d'avoir mal, la crainte... si ça me réduit, ça va être dur quand même. Monique a décidé de sauver la vie de sa sœur au risque de compromettre sa propre santé. Si le don du vivant est un choix compliqué, elle ne comprend pas le manque de donneurs. Mais je comprends pas, quand les personnes seront décédées, pourquoi elles s'opposent à donner un rein. Non mais c'est vrai. J'arrive pas, je peux pas comprendre, ça pourrit. L'organe pourrit dans la terre. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça leur coûte? Ils sentent plus rien. Non, mais c'est révoltant. C'est vrai, une fois qu'on est mort, on est mort. Les 2 opérations sont programmées pour le lendemain matin. Monique est impatiente de retrouver sa sœur. Ah ben je viens de la voir à l'instant. Ah, oui. T'es là. Ça va? Ah ben écoute... Non. Ah oui, oui, enfin, ça monte, ça monte. Non. Et je réalise pas encore. Réalise pas, Remarque, moi, pas trop non plus, en fait. Donc c'est toi demain qui ouvre le bal? Oui, oui. À quelques heures de l'intervention, la peur est au rendez-vous et la parole se libère. Moi, j'ai une crainte pour ma sœur, oui. Pas pour moi, pour ma sœur. J'ai vraiment une crainte. Pour être franche, il y a des coups, je me disais, bah, si on n'était pas compatibles, ça m'éviterait de... Oui, oui, oui. Le professeur Morellon, qui suit Annie et Martine depuis de longs mois, passe leur rendre visite. Il sait qu'il est important de rassurer tout le monde, et surtout la donneuse. C'est le après qui me... Moi, je dis aux malades, au donneur, 3 mois, c'est bien pour retrouver une vie normale. Avant, non. Parce qu'il y a une douleur, il y a une cicatrice, puis le fait d'avoir enlevé un rein, ça fait bizarre. Oui. Même si on sent rien, parce qu'on ne sent pas le rein. D'accord. Et ce temps de récupération, psychologique et physique, il varie beaucoup, mais il est assez lent. Il ne faut pas être trop pressé, parce que sinon, on est déstabilisé. Okay. Le risque, c'est de se dire c'est rien, alors que c'est pas rien de donner un rein. Et après, au bout de quelques mois, il y a une vraie valorisation. Donc au contraire, après, on est valorisé quelque part. Merci. Oui, non, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allez, eh ben, alors, pas demain. Allez, ma petite sœur. à demain. Bon, allez, merde, pour demain. Oui, dormez bien toutes les deux. Bisous. Bye bye, ciao. À bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao. Ça m'embête de la laisser toute seule. L'intervention d'Annie est programmée à 10h le lendemain matin. Celle de Monique, 2 heures plus tôt. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Mon Dieu. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour rentrer chez moi? Non, mais... Non, c'est pour ma sœur que je fais tout ça.
Donc voilà. Allez, je pense à demain soir que ça soit tout fini et voilà. Il est 6 h du matin. Monique est emmenée au bloc. Bon, monsieur l'homme. Ça y est, en départ. L'opération doit durer 2 heures. À tout à l'heure, si tout va bien. Je pense à ma soeur parce qu'elle est en ce moment. Donc là, ça me perturbe un peu, ouais. Moi, je pense très fort à elle. Je me dis que là, ouais, c'est... je réalise ça maintenant, ce qu'elle est en train de me faire. Et vivement mon tour, et que tout ça soit fini. Pour Annie, l'intervention va être plus longue. Dans quelques heures, si tout va bien, elle pourra de nouveau vivre comme avant. Moins de 48 heures après son opération, Monique rend visite à sa sœur. Elle se revoit pour la première fois depuis la greffe. Ça y est. Coucou, comment ça va? Je me suis échappée. J'ai marché. T'as marché? Assieds-toi là. Ouais. Viens te mettre là à côté de moi. Mon rein, il fonctionne? Oui. J'ai fait l'écho, et ben tout marche à merveille. Ah bon? Alors, c'est tes 2 artères à toi, à ton rein à toi. Putain, elle m'a piqué mes 2 artères en plus. Qui vont bien sur mes 2 artères à moi. Ouais. La grosse, la petite, et tout fonctionne à merveille. Voilà, tant mieux. Voilà. Tant mieux. Ah là, c'est du... Oui, comme on dit, c'est du concret, c'est du... Voilà, c'est là. Voilà. D'ailleurs, je dis toujours le rein de ma sœur, parce que tout à l'heure, elle me parlait de greffon. Et votre greffon? Je dis, mon greffon? Non, le rein de ma sœur. Elle me dit, ah oui, d'accord. Oui, pour vous, c'est vrai que c'est le rein de votre sœur. Ah, oui, c'est le rein de ma sœur, c'est pas un greffon. Ça sera toujours le rein de ma sœur, quoi. Voilà, il n'y a plus de choix. Il est celui-là. Il est là. Et tant mieux, parce que... on peut souffler maintenant. Non, c'est formidable. Elle m'a sauvée, c'est clair. C'est clair et net. Merci. Nous sommes au centre hospitalier d'Annecy, où nous retrouvons Béatrice, l'infirmière de coordination du CHU de Lyon. Accompagnée d'un médecin et d'une autre infirmière, elle participe à une formation un peu particulière. Dans cette pièce équipée de plusieurs caméras, ils vont recevoir un couple, séparé depuis quelques années. On a pris une décision hier, que vous connaissez, qui est un arrêt des soins curatifs, bien sûr. C'est comme si elle allait s'endormir, c'est ça? Ça Oui. ne s'étouffera pas. Et vous pourrez être là pour l'accompagner. Si vous en ressentez le besoin, vous pourrez être près d'elle pour accompagner jusqu'au bout votre fille. Vous avez, quand je vous ai appelé pour le don d'organes, vous avez décidé quelque chose par rapport à ça? Mais vous l'avez pas dit? Non, ce que je n'avais pas encore abordé, effectivement. Ce couple est en réalité un couple de comédiens. Et cet après-midi, ils travaillent. Le but de ce jeu de rôle est de former le personnel médical. Dans une salle voisine, toute une équipe suit la scène en direct. Vous n'en avez pas parlé ensemble. Et Je veux dire que... Enfin, je suis désolé, oui, parce que je leur ai dit que je trouvais que c'était bien et je suis désolé, je n'étais pas prêt. Mais ça veut dire... Alors, effectivement, dans le cas de Clara, l'arrêt des soins va conduire à son décès et ça peut conduire effectivement à un don d'organes. On va simplement, je vous propose, on vous explique ce qui est possible. Le but du prélèvement, c'est de greffer. C'est de greffer des gens qui sont en attente de transplantation. Ok. Je ne sais pas si j'ai le droit de ne pas dire oui.
Bien sûr. Mais d'abord, vous n'êtes pas obligé de donner une réponse tout de suite. Impossible, ça ne veut pas dire que ça va avoir lieu. On va vous laisser en discuter. Les scénarios vont se multiplier tout au long de l'après-midi. Médecins et infirmiers vont ensuite échanger autour de chaque histoire, chaque réaction. Un excellent moyen de se former pour faire face aux cas concrets à venir. Catherine est psychologue, c'est elle qui dirige la formation. La réaction de la mère était complexe à accueillir. Le fait qu'elle se lève. Ben oui, parce qu'effectivement, elle s'est éloignée. Puis j'attendais que son ex-conjoint fasse quelque chose pour la ramener. Face à l'annonce de la mort d'un proche, l'écoute du personnel médical est primordiale. Grâce au jeu de rôle, ils sont ainsi mieux préparés. On ne sait jamais ce qui va se passer. On ne sait jamais. Vraiment. Parce que parfois, on peut avoir un a priori, se dire avec cette famille-là, ça va pas être possible, c'est vraiment trop dur pour eux. Et finalement, le fait de leur donner un espace de parole, le fait d'échanger avec eux, le fait de leur expliquer des choses, ça leur permet de se positionner au plus juste. Et surtout, ce qui compte, enfin, pour la psychologue que je suis, c'est qu'il n'y ait pas de regrets. Ce qui est important, c'est qu'ils se sentent accueillis et compris, et jamais forcés. C'est ça qui compte le plus, vraiment. Grâce, entre autres, à ces séances de travail organisées dans plusieurs CHU de France, le nombre de dons d'organes a augmenté de 19% les 5 dernières années. Retour à Lyon avec Annie. Il y a 3 semaines, sa sœur Monique lui a sauvé la vie en lui donnant un rein. Ouais. Annie retrouve ses sœurs Monique, la donneuse, et Catherine, qui elle est toujours malade. Bonjour. Merci. Ce midi, elles vont déjeuner sur les bords du Rhône et l'ambiance est à la fête. Allez, à la tienne. À la tienne, ma soeur. À la tienne, ma soeur. À la tienne. À notre santé, à la dialyse qui est finie. Et voilà. Annie et Monique profitent d'une balade sur le pont pour revenir sur cette incroyable aventure. Moi, je revis. C'est une renaissance. Mais tout ça, c'est grâce à toi. C'est un cadeau, mais phénoménal que tu m'as fait là. Si j'arrête pas de le dire, si je pouvais le faire moi, je le ferais à quelqu'un. Mais c'est certain, quoi. C'est trop fort, c'est trop beau. Ah, merci, ma Allez, eh ben de rien. Hein. Mais j'en prends soin. Comme si c'était le mien. C'est le mien d'ailleurs maintenant. Depuis la fin de notre tournage, Mario est encore à l'hôpital. Sa convalescence prend du temps, mais il va bien. Martine est sortie de l'hôpital et reprend la randonnée. Chloé, elle, continue de s'investir dans son travail pour que de plus en plus de greffes soient possibles.